savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Beaucoup de nouvelles dans l'actualité aujourd'hui, mais la première, c'est une moins bonne nouvelle peut-être pour les ministres, les députés et François Legault lui-même dans la coalition Avenir Québec. Sondage qui tombe à la veille de la rentrée parlementaire, alors que M. Legault a dit qu'il voulait éviter les gaffes de l'an dernier puis passer à autre chose avec son caucus. Ben, ça tombe un peu mal alors qu'on annonce vraiment que la CAQ aurait perdu à peu près la moitié de ses électeurs en près d'un an. Sondage qui date du 24 janvier dernier, qui a été réalisé, entre autres, dans le magazine L'Actualité pour le site Internet QC 125. On parle de 32% des intentions de vote pour le Parti québécois, 21% pour la CAQ. 11 points d'avance pour le PQ. Quand on dit la moitié, c'est qu'à l'élection, donc en octobre, il y a 14 mois, ils avaient 41. Oui, et on tombe à 21 maintenant. Donc, de octobre 2022 à janvier 2024, ça a chuté de manière assez drastique. Merci pour la coalition Avenir Québec. Québec solidaire qui suit après ça à 17%, 15% les libéraux, 12% pour le Parti conservateur. Un sondage qui te donne un peu raison. Dans le fond, Mario, toi qui disais que la montée du Parti québécois, c'était pas fini. Non, mais ça ralentit quand même la montée. La baisse de la CAQ continue, mais la montée du Parti québécois est ralentie un peu. Le dernier, je pense qu'il y avait 31, si je me trompe pas. Moi, je pense que le Parti québécois approche de ce qui est son plafond. Oui. Je pense. Il reste peut-être quelques points, mais ça ne montre plus à vitesse que ça a monté. En tout cas, moins vraiment qu'ils refassent d'autres choses. Parce que là, on arrive, la souveraineté est à quoi? 33, 34, 35 dans ces eaux-là. On n'est pas au même niveau pour la souveraineté, nécessairement, le Parti québécois. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive dans les environs du plafond. C'est à mon humble avis. Peut-être qu'ils vont monter à 50, puis je me trompe, mais ça m'étonnerait. Alors que là, la CAQ, la chute se poursuit. Par contre, ce que vient de faire François Legault quand il faut être plus discipliné, ben là, il travaille pour que l'année 2024 soit meilleure. Mais ça, ce qu'on voit, c'est encore les résultats du gâchis de 2023. Là. Oui, on peut répéter quand même certaines des erreurs qui assurément ont fait mal. Les Kings de Los Angeles, la subvention de 7 millions, ça a frappé fort en fin d'année. Mais il faut pas oublier quand même la défaite dans Jean Talon pour la coalition Avenir Québec qui était vraiment difficile, qui a donné lieu à un retour d'entre les morts du troisième lien entre Québec et Lévis. Le dossier du salaire des élus aussi, la hausse du salaire des élus qui avait fait beaucoup grogner. Moi, je pense que troisième lien, le salaire des élus, c'est ça. Troisième lien, c'est-à-dire qu'ils ont perdu des plumes en l'arrêtant, en l'abandonnant. Puis là, en le remettant sur les rails, là, c'est plus des plumes qu'ils ont perdu, c'est une espèce de crédibilité. Mais voyons, ils disent n'importe quoi. Là. Ils parlent de ça pendant la campagne électorale, c'est un engagement sacré. 6 mois après la campagne, ils tirent sa plaque, on fait plus le troisième lien. Puis là, ils perdent une élection partielle, puis le lendemain matin, ils le referaient. Oui, ils le referaient, mais c'est pas vraiment mieux expliqué non plus comment il le referait. C'est un peu une demi-promesse après ça. Fait que là, c'est tout ça qui, pour l'instant, je pense, pour une partie de la population, est devenu une joke. Bon, je pense qu'ils ont perdu, faut être honnête, ils ont perdu énormément de plumes, et ça, c'est peut-être plus injuste. C'est pas une gaffe, c'est les négociations du secteur public, parce que vraiment, les syndicats se sont mis en tête qu'elle allait signer des conventions. Il y a quelque chose qui s'est passé, et je pense que quelques gouvernements auraient été là, auraient pas été capables de gérer ça. D'abord, tu peux pas donner aux syndicats tout ce qu'ils demandent. Ils se sont mis dans la tête qu'ils allaient obtenir tout ce qu'ils demandent. Ils sont tous devenus frustrés. Et là, ils reçoivent des augmentations de salaire les plus grosses à peu près de l'histoire du syndicalisme québécois dans le secteur public. Puis ils sont encore fâchés contre le gouvernement. Il y a quelque chose... Et probablement que ces gens-là et leurs conjoints et leurs familles... Tous les syndiqués du secteur public se sont virés contre le gouvernement pour une raison... en 1985, le PQ avait coupé 2 ans avant 20% du salaire des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires étaient anti-PQ, tu comprenais pourquoi. Oui. Dans le cas du gouvernement présent, il n'a rien coupé aux fonctionnaires. Au contraire, il a mis de l'argent sur la table, pas assez au début. Peut-être qu'ils ont mal géré les attentes, les perceptions. Ils ont été trop longs à rajouter de l'argent. Mais finalement, ils vont scraper les finances publiques du Québec pour une génération en ayant donné aux syndicats et aux syndiqués les hausses les plus généreuses. Puis ils vont perdre les votes pareil. Tout ce monde-là est en maudit contre le gouvernement, comme s'il leur avait coupé du salaire. Il y a un côté mystérieux là-dedans. Là. J'ai de la misère à me prononcer. Est-ce que ça a été mal géré au niveau des perceptions ou est-ce que c'est juste que nos syndicats du secteur public la strap a débarqué, là? Oui, la bonne nouvelle au moins pour la coalition Avenir Québec, c'est que l'élection, c'est pas à demain la veille. Non. On parle d'octobre 2026. C'est une éternité quand même en politique, là, oui, jusque-là. Puis déjà, je veux dire, présentement, en janvier, on n'est pas dans l'atmosphère de crise de décembre dernier. Les enfants, non, mais tu sais, les enfants vont à l'école, il n'y a pas de grève, il y a encore un petit peu de négo pas réglé dans le secteur public, des votes à venir, mais il y a quand même
il y a quelque chose qui s'est calmé. Là, oui, la grogne populaire n'est pas aussi sentie en ce moment que, disons, là, vers la fin de l'autre, mais ça met quand même le ton pour la rentrée parlementaire. Mario, là, on peut s'attendre à voir des échanges corsés, puis surtout voir si le Parti québécois va pouvoir se maintenir, là, parce que la CAQ, le défi, c'est une remontée. Pour le Parti québécois, ça va être de se maintenir jusqu'en 2026 avec ces intentions-là. Que j'ai hâte de voir aussi. C'est là, le Parti libéral à 15, c'est un point en haut de ce qui était l'élection générale, un point ou deux en haut de ce qui était dans les derniers sondages. Mais là, on peut pas parler d'une remontée des libéraux, là, on est dans marge d'erreur. Mais si les libéraux gagnaient quelques points, là, on parlerait vite d'un effet Coder. Là. Oui. Ça serait à surveiller. Puis c'est pas impossible. Juste le fait qu'on reparle du Parti libéral, il y a un fonds libéral au Québec de tous les temps. Alors ça va être une chose, un phénomène à surveiller. Oui, puis c'est certain que si c'est un effet qu'on appelle l'effet de Denis Coderre, on va en entendre parler pas mal. Oui, on va en entendre parler. Tout savoir en 24 minutes. On a eu droit à des réactions politiques aujourd'hui par rapport aux pannes qui ont affligé le REM, le Réseau Express métropolitain, dans la dernière semaine. Parce qu'on a eu 4 jours, 4 interruptions de service qui ont sévi. Là. Puis pour un projet qui est aussi jeune, si on veut, que le REM, on peut pas se permettre là, ce genre d'erreur-là pour la confiance des usagers envers tout ça, ce qui a exigé d'ailleurs que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, fasse une sortie aujourd'hui pour dire que oui, c'est des problématiques qui sont prises au sérieux, que les usagers doivent être mieux informés, et on dit là, qu'on est en contact avec les équipes du REM, les autorités aussi régionales de transport métropolitain pour gérer ces pannes-là. Puis là, on a eu plus d'explications aussi aujourd'hui là, sur qu'est-ce qui cause les pannes. Semble-t-il que la panne de samedi, c'est un déglaçage d'urgence qui devait survenir sur le pont Samuel de Champlain. Là. Quelque chose qui est complètement hors de contrôle du REM. Là. Quand c'est l'autorité du pont qui prend la décision, le REM n'a plus le choix. Puis quand on déglace, on peut plus passer. Non, on se comprend. Là. Quand on va faire une opération de déglaçage, il n'y a pas de train qui peut passer en même temps que les employés, les ouvriers qui sont sur place pour s'assurer de tout ça. Le problème, c'est que les 3 autres pannes, elles, c'est des enjeux système, des enjeux informatiques, là, des problèmes qui seraient censés être inacceptables à ce point-ci pour ce genre de projet-là. Donc, ça va être à surveiller de près quand même. Là, parce que mais là, il y a jeune, un impact sur la... Présentement, il commence à avoir un impact sur la fréquentation. On entend de plus en plus des gens qui prennent plus le REM. Puis il y en a qui ont été documentés dans les médias, des exemples, mais des gens qui prennent plus le REM parce que c'est pas assez sûr de se rendre. Moi, je connais quelqu'un qui allait en transport en commun avant, à l'époque des autobus, et qui vit dans une ville où on a enlevé l'autobus, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur autobus. En fait, c'est pas vrai, ils n'ont pas perdu leur autobus. Ils ont perdu leur autobus qui menait direct au centre-ville. Parce que maintenant, ça mène au REM. C'est ça, parce que comme on veut financer le REM, ils appellent ça rabattre, là, le verbe utilisé. Donc, on rabat tous les clients vers la station du REM, puis là, on les amène à Montréal. Fait que déjà, il y a des gens qui le prenaient plus, parce qu'ils disaient, moi, je prenais l'autobus, je rentrais direct au centre-ville. Là, j'ai un transfert. Sur le total, ça me coûte plus cher, puis c'est plus long. Oui. Parce que le REM, ça fonctionne bien quand ça fonctionne. Là. C'est vraiment le problème qui est... Mais là, en plus, à ces personnes-là, tu dis, ça coûte un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus long, mais bon, tu peux toujours dire la deuxième partie, le REM, c'est plus confortable qu'un autobus, ça va bien. Mais là, si le REM est pas fiable, si le REM te rend pas à destination toutes les semaines, une fois ou deux, ben là, c'est fini, là. C'est ce qu'il faut. Alors, moi, je connais des gens qui ont repris leur voiture, qui venaient en transport en commun au centre-ville de Montréal et qui, là, ont recommencé à prendre leur voiture depuis le REM. Ça va être crucial, donc, pour le jeune réseau de transport là, d'être capable de ramener une crédibilité, régler les pannes pour ça, puis surtout être capable d'attirer plus de gens parce qu'il va s'étendre, le REM. Le REM est appelé à s'étendre. Présentement, il attire personne. Ils perdent des clients. Là, il faut qu'ils arrêtent de perdre des clients. Puis, à mon avis, quand ils vont avoir réglé leurs problèmes, ça va leur prendre quelques mois. Il va falloir qu'à un moment donné, ils puissent faire une conférence de presse puis dire, là, ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu un problème, si ça arrive un jour, pour pouvoir rassurer la clientèle puis que les gens reviennent. Parce que là, présentement, tu perds du monde. Actualité. C'est toute une histoire qui a été divulguée aujourd'hui. Ouais, toute une histoire qui, frappe sur tellement de fronts. Mario, on est dans l'international, on est dans le criminel, le judiciaire. C'est quelque chose, un complot qui a été dévoilé par une enquête du FBI qui a été rendue publique aujourd'hui et qui concerne également le Canada. On affirme qu'un réseau criminel dirigé par un narcotrafiquant iranien aurait opéré et opérerait toujours sur les ordres du ministère iranien lui-même, du renseignement et de sécurité. Donc, une espèce de ministère, si on veut, là, des affaires secrètes internationales qui recruterait des membres du crime organisé dans divers pays, dont des membres, dans ce cas-ci, canadiens des Hells Angels,
pour commettre des assassinats contre des exilés politiques iraniens qui se trouvent sur le territoire américain. Là. Ça semble complexe comme ça. En gros, un régime financé par l'Iran paye de l'argent pour que les Hells assassinent des gens à leur compte qui habitent ici en Amérique du Nord. Aux États-Unis ou au Canada. Aux États-Unis ou au Canada. Là. Un réseau donc qui aurait perpétré, on dit, plusieurs actes là, de transgression transnationale, des assassinats, des enlèvements dans plusieurs juridictions. Tout le monde, dans le fond, qui est expatrié puis qui est un détracteur là, officiel du régime iranien. Et là, ben, ceux qu'on a arrêté pour l'instant, c'est Damien Patrick John Ryan, 43 ans, un Canadien des Hells Angels. On a également Adam Richardson Pearson, 29 ans, lui aussi qui a été recruté par la suite pour ce complot, pour meurtre. Et là, c'est 3 accusés. Parce que les chapitres canadiens recrutaient des gens aux États-Unis pour faire la job sur place. Exactement. Donc, pour aller faire le travail, tout ça commandité par, justement, M. Zindashti, qui serait le contact iranien de ce réseau de narcotrafiquants. Et là, ben, entre décembre 2020 et janvier 2021, il y avait toutes sortes de conversations là, qui se passaient en messagerie cryptée entre les différents membres de ce complot-là, qui utilisaient ben, des mots-clés, là, parlaient de travail, matériel, outils, au lieu de nommer, bien évidemment, on se comprend, un assassinat, des armes, des provisions pour ce genre de crime-là. Eux qui s'en allaient le commettre, là, ils voulaient commettre 2 assassinats différents, dont un réfugié politique dans le Maryland aux États-Unis. Et là, ben, on a heureusement réussi ben, à démanteler le complot pour meurtre. Il n'y a personne qui a été assassiné. Au final, les 3 criminels en ce moment, c'est des accusations qui sont assez spéciales. Merci. Là, on parle conspiration en vue d'utiliser des installations commerciales interétatiques pour commettre un meurtre pour le compte d'autrui. Très, très longue accusation qui est donnée, puis qu'on vous entendrez pas tous les jours. Les 2 Hells Angels canadiens, eux, sont déjà emprisonnés ici au Canada pour d'autres méfaits qui ont rapport, entre autres, à des deals de drogue. C'est une histoire qui est absolument ahurissante. Mais en fait, la question qui nous vient, c'est de dire, OK, est-ce que les Hells ont quelque chose à voir avec l'Iran? Moi, c'est la question que je me pose. Ou est-ce que, tout simplement, l'Iran veut commander des assassinats? Puis là, je veux dire, il n'y a pas de monde. T'ouvres les pages jaunes. Là. Tueur à gage, appelez ici. T'ouvres les pages jaunes, il n'y a pas de ça. Là. C'est pas comme trouver un plombier ou un électricien. Fait que tu te dis, bon, qui c'est qui fait ça dans la société? Fait que tu pognes le premier gros groupe criminel qui a l'air organisé. Puis tu te dis, ben, ils doivent marcher au cash. Il y a toujours un montant d'argent. Est-ce que du monde de même va être prêt à faire quelque chose? Est-ce que c'est juste ça? À un moment donné, les Hells, si tu leur arrives avec une job à faire, ils s'en foutent que tu sois l'Iran ou n'importe quelle autre cause. Est-ce qu'il y a un montant d'argent auquel ils vont te dire, bon, ben pour ce montant-là... Là, on parlait d'un montant de 350 000 US pour le travail, plus 20 000 de dépenses là, qui étaient données dans le cas de ces 2 assassinats qu'on allait commettre dans le coin. 450 000 Canadiens, maintenant. Ouais, à peu près, là, dans le coin du Maryland. Mais c'est surtout, après ça, la question se pose pour plus largement les Hells Angels, parce qu'on en parle beaucoup ici au Québec, oui au Canada, OK aux États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que c'est une organisation qui est internationale, les Hells Angels. Là. Entre autres, dans ce cas-ci, le Damien Patrick John Ryan, l'homme de 43 ans qui est accusé, lui, c'est un Canadien, membre des Hells Angels, d'un chapitre de la Grèce, dans ce cas-ci. Donc, on a vraiment l'espèce, là, si on veut, de complot international. La Grèce était beaucoup plus près, bien sûr, de l'Iran géographiquement, parce que ça peut avoir un rapport, mais l'enquête le dira par la suite. Mais quand même, là, on dirait que c'est digne d'un film, là, ce qui a été révélé aujourd'hui par le FBI. Tout savoir en 24 minutes. Pendant qu'on parle d'ingérence étrangère, justement, mais la commission d'enquête publique sur l'ingérence étrangère s'est ouverte aujourd'hui. C'était les tout premiers jours, le tout premier jour d'ouverture, donc, pour cette enquête qui va se faire, maintenant, je le rappelle, pour vérifier les allégations d'ingérence étrangère qui concernent, entre autres, la Chine, la Russie, mais maintenant l'Inde également, par rapport aux élections fédérales de 2019 et 2021. Puis la fin de ta phrase est importante. Par rapport aux élections... Et on le retrouve dans le journal ce matin, on a entendu la critique aujourd'hui. Il n'est pas question, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, on ne s'est pas donné le temps d'étudier, par exemple, tous les cas d'ingérence dans les universités, dans la recherche scientifique, dans les transferts technologiques. Oui, l'espionnage industriel. Ou financier ou autre. C'est vraiment l'impact là, de l'ingérence étrangère sur nos élections, sur notre processus électoral, donc des candidats qui reçoivent des dons de la Chine ou les réseaux sociaux de Chine comme WeChat qui sont utilisés pour faire perdre un candidat, pour faire peur à la communauté chinoise, partir des fausses nouvelles pour les faire voter d'une manière. Mais c'est vraiment l'ingérence dans nos élections et strictement ça qui est regardé par la commission. Du côté positif, on peut dire, ouais, dans les délais, parce que la juge Hogg, on lui demande un rapport préliminaire en mai, un rapport final avant la fin de l'année.
c'est vite. Là. Je sais que pour le commun des mortels, on peut dire c'est bien des mois, mais non. Pensez à Bélanger, pensez à la commission Bastarache, pensez à la commission Charbonneau, pensez à la commission sur les commandites. C'est toujours en année. Là. On compte toujours en année. Donc là, d'avoir un rapport dans 3 mois et demi, c'est très, très, très rapide. Là, quand même. Surtout considérant les difficultés qui vont venir affronter là, la juge Marie-Josée Hogg et son équipe dans cette histoire-là, entre autres, mais le fait qu'on va avoir affaire avec des documents qui sont classifiés là, pour la plupart. Là. On se rappellera que les révélations qui ont fini par déclencher un peu ces enquêtes-là, mais c'est le Globe and Mail, le quotidien anglais, qui a réussi à obtenir, eux disent, des documents là, secrets du Service canadien de renseignement et de sécurité, le CRS. Là. Mais les travaux du SCRS, par exemple, si on fait de l'écoute électronique, ils peuvent pas arriver à la télé puis se mettre à jaser puis dire nous, on avait mis un tel sur écoute, puis c'est impossible. Non, c'est ça. C'est les services secrets. Là. Vraiment, là, quand on parle d'agents secrets, d'espions, on en a nous aussi au Canada. Oui, puis ça va pas à la TV pour raconter ce que ça fait, puis comment, puis pourquoi. Exactement. Fait que là, quand tu as une commission d'enquête publique avec des documents secrets, qu'est-ce que tu fais? Puis d'emblée aujourd'hui, la juge Hogg qui a expliqué que ça allait être là, la première difficulté tout au long de la commission. Elle qui dit, là, par souci de transparence, qu'elle va tenir probablement là, des moments, des témoignages à huis clos, mais s'engage à faire là, des résumés des audiences dans lesquelles on va caviarder, le nom et certains des propos des gens, mais en divulguant le plus possible. C'est ce qu'on a promis de ce côté-là. Comme tu dis, le mandat est rapide. Après ça, il risque d'avoir des pans du service de sécurité et de renseignement qui vont peut-être s'opposer à venir faire certains témoignages. Bref, ça va être quelque chose à suivre, mais dans tous les cas, Mario, c'est la suite logique, ou si on veut, l'espèce de suite déclenchée par ce premier rapporteur spécial indépendant. Parce que c'était ça l'an dernier. Là. Oui. Peut-être qu'on l'oublie, là, l'ancien gouverneur général David Johnston, qui avait été mandaté par M. Trudeau pour se pencher là-dessus. Ça avait été tout un flop là, au final. Qui n'a rien donné. Mais tu vois, je parlais ce matin avec Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur canadien en Chine, qui disait essentiellement, lui, il pense pas qu'on va apprendre beaucoup plus de choses sur l'ingérence. C'est l'ingérence, les exemples d'ingérence qui ont coulé dans le Globe and Mail. Il pense que si on apprend des choses, c'est beaucoup plus sur la gestion de notre gouvernement. Oui. Où là, c'est pas tout qui est sorti. Là. Qu'ont fait les hauts fonctionnaires? Est-ce qu'ils ont transmis l'information au cabinet du premier ministre? À quelle date? Une fois que le premier ministre a eu, ou son cabinet a eu les dossiers, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Quels avertissements ils ont lancés? Est-ce qu'ils ont posé des gestes? Alors, on risque d'en apprendre beaucoup plus sur notre gouvernement et sa façon de réagir ou de pas réagir ou d'être assis sur ses mains. Que l'ingérence, son impression à Guy Saint-Jacques, c'est que beaucoup a été dit déjà. Là. Les grosses trouvailles des services de renseignement canadiens ont déjà été coulées dans le Globe and Mail. Oui, donc le scandale qui pourrait être à ressortir de tout ça, c'est si, dans le fond, notre gouvernement avait dans ses mains des informations comme celle-là, puis a choisi finalement de s'asseoir dessus. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Nos collègues du bureau d'enquête de Québécois ont dévoilé les conditions de vie confortables et financières confortables desquelles jouissent en ce moment un juge de la Cour supérieure du Québec qui avait fait les manchettes dans les dernières années pour ses blagues douteuses et ses comportements eux aussi douteux à la Cour. Le juge de la Cour supérieure Gérard Dugré, qui lui siège plus depuis septembre 2019. Là. À ce moment-là, on a déclenché une enquête du côté du Conseil canadien de la magistrature. Sur son bon jugement. Sur son bon jugement. Là, je rappelle, en rafale, rapidement, là, il avait tenu des propos sur l'alcoolisme en disant « un alcoolique, c'est pas quelqu'un qui boit 2 bouteilles de vin par jour, ça c'est bien correct, mais quelqu'un qui boit un peu de boisson, qui se fâche, ça c'est de l'alcoolisme. » Avait fait des blagues sur un fournisseur du festival Juste pour rire, des blagues d'agression sexuelle en référence avec Gilbert Rozon. Avait menacé quelqu'un d'outrage au tribunal puis de l'envoyer dans un cachot avec des rats. Bref, il a tenu beaucoup de propos qui étaient, disons, douteux là, au tribunal. Et à ce moment-là, on déclenche une enquête. Quand on déclenche une enquête, il est comme destitué. Le problème, c'est qu'il continue à recevoir son salaire annuel là, de 338 000 $, qui est même passé à 383 700 $. Oui, il y a une augmentation. Il y a eu droit à son augmentation. Oui, l'inflation, ça frappe tout le monde, Mario, même les juges qui sont suspendus. Il y a eu droit à son augmentation. Voilà. Pas parce que tu travailles pas que tu n'as pas le droit à ton augmentation. Voilà. Puis le Conseil de la magistrature a recommandé sa destitution même en décembre 2022. Ouais, mais ça, c'est le bout gênant. Parce que ça, c'est lui qui, à coup de procédure, retarde ça. Il continue de contester la décision, et pas pour rien dans ce cas-ci, parce que, depuis le 22 janvier dernier,
à force d'étirer tout ça devant les tribunaux, Gérard Dugré vient de continuer d'accumuler des années d'ancienneté qui lui permettent de toucher sa pension à vie comme juge à la retraite. Parce que son 15 ans a sonné, là, son 15 années de service rempli. Et ça, même si depuis 2019, il siège plus du tout, mais continue à accumuler. Les années courent quand même. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que c'est probablement le dernier cas comme ça. Là. Maintenant, on a changé la loi sur les juges pour plus que les juges qui sont suspendus puissent continuer à accumuler des années d'ancienneté, ce qui pourrait sembler absolument logique, mais qui n'était pas fait depuis. Donc, c'est quelque chose qui va changer, mais quand même, là, on dit que si on accumule aussi les coûts de la défense du juge Dugré, qui sont payés eux aussi par les contribuables, 2,2 millions, mais on monte à 3,5 millions de dollars payés par les contribuables avec son salaire depuis les années où il reste chez lui à se la couler douce. C'est sûr que c'est une nouvelle un peu frustrante, ça. Économie. Nouvelle économique qui va suivre la nouvelle d'hier, nouvelle sportive que nous couvrirons plus tard à l'émission, bien évidemment, mais on avait le droit aux demi-finales, ou plutôt aux finales d'association dans la Ligue nationale de football aux États-Unis. Mais délaissons ça un instant parce que ce qui retient l'attention des gens qui suivent plus ou moins le football, c'est bien évidemment le couple Taylor Swift et Travis Kelce, l'ailier rapproché vedette des Chiefs de Kansas City, qui... Je le rappelle, était une vedette avant qu'il sorte avec Taylor Swift, bien sûr. Une grande vedette du football. Mais on s'est penché hier du côté du Apex Marketing Group, qui s'est, entre autres, aussi penché au Front Office Sports pour parler de l'argent que Taylor Swift a réussi à générer dans le milieu du sport professionnel. Et chez les Chiefs, là, dans l'équipe des Chiefs aussi. On dit... en tout et partout, là, pour le circuit et pour son équipe, donc les Chiefs de Kansas City, en date du 22 janvier, donc même avant la partie d'hier, 331,5 millions de dollars qui auraient été générés juste par la présence de Taylor Swift puis le fait qu'elle soit dans cet écosystème sportif. Ils ont calculé ça en raison des mentions de Mme Swift dans la presse écrite, la presse numérique, radio, télé, faits saillants, médias sociaux. La télé, elle est là aussi pendant les matchs. Oui. Et certains des matchs ont battu des records de code d'écoute. Oui, puis à chaque fois, ça continuait. Parce puis après il y a des gens qui regardent le match juste pour voir Taylor Swift célébrer dans la loge quand Travis Kelce attrape une passe. Puis Dieu sait que Travis Kelce en attrape des passes ces temps-ci. Il y a eu tout un match. Il y a eu tout un match. Donc, c'est beaucoup d'occasions pour Mme Swift de réagir et donc beaucoup d'occasions pour les caméras de télévision du monde entier de se tourner vers elle. Et là, on ajoute, bien sûr, probablement quelques millions avec la partie d'hier qui était excessivement écoutée. Puis ça va se continuer, Mario, parce que les entreprises qui veulent profiter de tout ça, au Super Bowl, elle va être un des personnages importants du Super Bowl. Oui, puis là, on parle même, là, parce que le Super Bowl va se dérouler, lui, à Las Vegas. American Airlines ont déjà décidé de capitaliser sur la fameuse popularité de ce couple-là. Ils ont donné leur vol de Kansas City qui se rend à Las Vegas, par exemple, le numéro 1989. C'est le nom de la ligne aérienne, en référence, bien évidemment, à l'album de Taylor Swift sorti en 2014. Le vol de retour pour revenir de cette ville-là, numéro 87, le numéro du gilet de Travis Kelce pendant qu'il joue au football. Donc, on a des gens qui peuvent capitaliser. C'est toujours une bonne occasion de faire de l'argent, puis ces chiffres-là le démontrent encore plus. Le monde. Dans les affaires mondiales, les États-Unis aujourd'hui ont annoncé qu'ils entreprendront des représailles conséquentes après qu'une frappe de drone en Jordanie est venue coûter la vie à 3 militaires américains. Les premiers décès de militaires américains depuis l'offensive d'Israël contre le Hamas et depuis le premier assaut du 7 octobre dernier, donc du Hamas en Israël. Et là, le président Joe Biden a été en réunion avec ses hauts responsables de sécurité pour discuter des représailles qui vont être prises parce que c'est des groupes pro-Iran qui auraient mené des attaques de drones comme ça un peu partout en Jordanie, même si Téhéran, donc l'Iran, dément toute implication dans cette attaque-là, ça vient quand même relancer des tensions qui sont excessivement importantes dans la région, Mario. Jamais on ne craint autant d'escalade de violence. Non, c'est une région, on a toujours dit que c'était une région où c'était explosif, mais là, c'est pire que jamais. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.